Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Cœur de Ville. Aujourd'hui, nous avons déposé nos valises en plein cœur d'une ville qui bouge, la ville de Lens, mais pas que. Nous sommes au musée du Louvre-Lens où nous avons déposé nos studios et nous allons tout de suite retrouver Valérie pour parler de musique. Soyez les bienvenus dans Cœur de Ville. Oui, bonjour Yves. Alors je vois qu'il fait très beau temps dehors. Tu as de la chance d'être en dehors de ce beau musée, mais moi je suis à l'intérieur et je peux te dire que ici aussi c'est magnifique. Bonjour à tous, bienvenue sur Cœur de Ville. Aujourd'hui, pour démarrer, on accueille un groupe qui est lensois, qui est d'ici. Et il s'appelle David Roth et Alexis. Alors David, dis-moi, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours ? Alors moi personnellement j'ai commencé la musique comme tout le monde en fait, hein, ça va être cliché comme quand j'étais petit. Ça fait 15 ans que je fais de la scène et j'ai fait pas mal de groupes avec pas mal de premières parties. Là en ce moment le groupe avec qui j'étais c'est terminé, donc il fallait que je recommence un nouveau projet. Comme j'ai connu Alexis il y a quelques années, l'année dernière il a fait un an le CMA de Valenciennes. Ouais. D'études dans la musique au CMA de Valenciennes et donc suite à ça lui a libéré un peu de temps puisqu'il est plus là-bas et donc comme il fallait monter un nouveau projet, je lui ai proposé de venir et puis apparemment ça a été avec joie pour lui. Quelles sont vos influences musicales ? On est blues, classique rock, moi personnellement rockabilly, country. Alexis, même jusqu'au hard rock, metal. Ah oui, donc vous mélangez vraiment un peu tous les styles musicaux. Bah, nous on aime bien. Ouais, et vous faites tout le temps ensemble du blues ou alors vraiment vous faites aussi du hard rock et parce que vous aimez ? Moi personnellement j'avais un groupe de hard rock, là j'ai en plus de ça un groupe de metal. Ensemble, on a un groupe de rock qui n'a pas encore de nom, c'est un tout nouveau projet. Et avec d'autres membres, là aujourd'hui, on va vous proposer une version acoustique qu'on est en train de développer ensemble. On passe pourquoi pas partir en tournée à deux. Donc parce qu'en plus, vous êtes auteur-compositeur. C'est ça. D'accord. Vous composez, vous écrivez. Je suppose, vous faites à deux. On fait tout à deux. Voilà, d'accord, vous faites tout à deux. 15 ans de scène quand même, pour toi David ? C'est ça. C'est ça ? Dans des scènes nationales, des scènes locales ? Plus local, ouais. Après, on a partagé quand même avec le groupe, mon ancien groupe The Strikes, on a partagé quand même des grosses têtes d'affiche. On a partagé la scène la dernière fois du Remfest, qui était très bien organisée, une scène locale, la plus grande scène hard rock locale en fait. Et il y avait Rose Tattoo, il y avait le premier batteur d'ACDC que j'ai vu dans les loges, c'était assez impressionnant. Donc, quand on vit des choses comme ça, on a envie de faire ça tous les jours. Ouais, bah je pense que le métier d'artiste, c'est un beau métier. C'est ça. Alors, des projets, est-ce qu'on peut vous retrouver sur une page Facebook, sur Internet ? Pour l'instant, sur la mienne personnellement, puisque nous, notre projet est tout neuf, donc on peut se retrouver sur David Roth Rock'n'Roll sur Facebook, sur YouTube également. Ensuite, notre page commune est à développer. Donc si vous avez envie de retrouver ces deux jeunes garçons, vous avez écouté vraiment, c'est super, dans vos communes, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Voilà. Donc on va vous écouter tout de suite chanter votre composition, une composition originale. Comment vous avez écrit cette chanson ? Comment et quand je l'ai écrit ? Il me fallait une balade. Donc j'ai composé tout d'abord la guitare et puis ensuite est venu des sonorités de mots et ça a créé une chanson qui parle en fait d'un monsieur qui perd la mémoire et je voulais faire une chanson contre l'Alzheimer en fait. J'avais vu un sujet dans la journée et les paroles sont venues tout seules. Donc en plus, très 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 belle chanson. On vous écoute tout de suite pour As You Want. The sun is going down and my eyes are amazed. Give me one more time. If I could just rewind, memories fade too quickly and I lose my way. I forget my past along with my whiskey, and I thank the Lord because He offered me a busy life. And I pray my God because He then clear in my head. Give me more, give me more.
What is happening? What's going on? Where should I go? Am I real? Tell me who I am. Tell me what should I know. Tell me what I prefer and who I am for you. Tell me that my life was magical. Tell me every day. Some memories remain, but they fly away. Firmly fix it down the ground. I take the dust. Some will be a memory and blown by the wind. Time's out with me out, but still I can shout. That me that you hear in your speaker as you want, as you want. Time counted was made, now I spend but I shine out on the light. Show must go on, when you turn, radio's on. Tell me who I am, tell me what should I know. Tell me what I prefer and who I am for you. Tell me that my life was magical. You tell me every day. Some memories remain, but they fly away. Time's out with me out, but still I can shout. That me that you hear, that me that you hear. As you want, time can erase me. Merci. Merci à David et Alexis qu'on aura plaisir de retrouver tout à l'heure à la fin de cette émission. En tout cas, on est ravis d'être ici en plein cœur du Louvre-Lens. Bonjour Madame la directrice. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans ce lieu magique. Avec plaisir. Alors c'est un réel plaisir et en plus un microclimat sur Lens et surtout dans le Louvre-Lens avec les températures qu'on a à l'extérieur. Ben oui, c'est merveilleux. C'est merveilleux. On peut dire que c'est le printemps. C'est le printemps, tout à fait. Hier, le printemps était hier. En tout cas, on est ravis d'être avec vous. Alors, on va faire un peu connaissance ensemble dans ce cœur de ville. Vous êtes née déjà à Versailles, il me semble. Déjà, même petite, on était déjà dans l'art, c'est ça, non? En tout cas, je suis née dans une région d'art, mais je crois que toutes les régions sont des régions d'art. Mais effectivement, je suis née dans les Yvelines. Alors, vous êtes née dans les Yvelines et puis vous avez un parcours quand même atypique pour une directrice de musée. Vous aimez le voyage? Oui. Et puis, du nord au sud, du sud, de l'est à l'ouest, un peu ça? Expliquez-nous un petit peu. J'aime beaucoup le mixer en fait les approches nationales à l'échelle de l'ensemble de la France, les approches internationales parfois. J'ai pu assumer des responsabilités dans une organisation internationale gouvernementale, par exemple, qui travaille dans le monde entier sur la question du patrimoine, sa valorisation, son sauvetage en cas de conflit aussi. Et puis des logiques, et ça a été le gros de ma vie professionnelle, davantage de territoire. Comment en fait finalement la culture peut servir un territoire, participer à la vie des habitants, s'inspirer aussi de ce territoire et de ses habitants. Et finalement, la chance que j'ai eue avec le Louvre-Lens, c'est qu'il permet de croiser ces différentes dimensions, puisqu'il a à la fois évidemment une dimension internationale, une dimension nationale avec cette grande collection du musée du Louvre qui est ici présentée dans le cœur du bassin minier, qui est notre territoire avec cette région des Hauts-de-France dans laquelle, à vrai dire, j'avais envie de travailler depuis près de 25 ans. Donc tout ça a été une grande chance dans ma vie. Alors c'est une grande chance, vous êtes arrivé ici en 2016, en septembre 2016, bientôt 3 ans. Le souvenir depuis vos débuts jusqu'à aujourd'hui
Mais le souvenir, c'est d'abord j'ai un souvenir avant de venir ici. J'ai des souvenirs un peu techniques puisque dans d'autres fonctions j'avais été amenée à me pencher sur le dossier du Louvre-Lens, plus techniquement, puisque pour que cette collection du Louvre soit accueillie dignement, il fallait vérifier un certain nombre de choses. Et je dois dire qu'ici, les choses avaient été remarquablement faites. Mais surtout, moi, j'avais été extrêmement bouleversée par l'inauguration du musée du Louvre-Lens. Le 4 décembre 2012, j'étais là. Et comme presque tout le monde dans l'Assemblée, je pense j'avais les larmes aux yeux devant cette histoire incroyable, ce pari complètement fou qui était vraiment de créer ici, c'est vrai, pas si loin de Paris, à 1h10 de Paris, un autre Louvre. Dans ce territoire où finalement on pouvait penser qu'il y avait besoin de beaucoup d'autres choses pour beaucoup d'urgence pour les habitants, et où ce sont les habitants eux-mêmes qui ont dit ben non, nous on veut un musée, on rêve d'un musée, et c'est vraiment cette mobilisation du territoire qui a engagé le choix au plus haut niveau de l'État de faire en sorte que le Louvre vienne ici à Lens. Et voilà, mon premier souvenir, il est quelques années avant d'arriver, il est 4 ans avant d'arriver, le 4 décembre 2012. En tout cas, on va parcourir tout au long de cette émission le Louvre. On va visiter un petit peu certains endroits et on va faire participer justement la vie du Louvre-Lens. Mais on a aussi un fil rouge dans cette émission, c'est qu'on invite un chef. Et on n'a pas invité n'importe quel chef. Valérie va nous présenter. Valérie, présente-nous le chef. Oui, Yves, alors exceptionnellement aujourd'hui, on n'a pas notre Vincent, mais on a un des meilleurs pâtisseries de la région et même de France, même je dirais peut-être du monde entier. Hein. Mais tu sais pourquoi il est le meilleur, Yves? Je vais te le dire. Il est le meilleur parce qu'il est de chez nous, en fait. Voilà, et c'est ça qui fait qu'il est le meilleur pâtissier. Alors, Monsieur Janson, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour une bonne recette. Une recette qui est bien sûr un peu connue ici sur le territoire, puisque c'est le ch'téri à la mûre, c'est ça? Alors, parlez-nous un petit peu de votre parcours ici sur la région. Vous avez 80 ans, je crois. C'est cela. Ça se voit pas. Hein. Enfin, j'ai 20 ans depuis les 60 ans qu'on a pris la retraite. Donc, j'ai que 20 ans en fin de compte. C'est 60 plus 20. Hein. Ah bah ça va. Donc, j'ai encore un long parcours derrière. Mon parcours, il est très simple. Hein. J'ai commencé chez papa, maman. C'était chouette, c'était bien. J'ai fait moins d'apprentissage. C'était super. Seulement, c'était pas du tout la vie du paternel. Et donc, il m'a envoyé dans une maison de redressement professionnel sur Paris. Enfin, c'est ce qui m'a semblé, du moins, parce que je travaillais, je petit déjeunais, je travaillais, je déjeunais, je travaillais, je dînais, je dormais chez le patron 6 jours sur 7. C'était incroyable, et puis en fin de compte, ça a été un véritable tremplin pour moi, parce que c'était quelqu'un d'entier, de passionné, qui avait 10 ans d'avance sur son métier. Et suite après ce passage, j'ai fait un compagnonnage. Voilà. Alors dites-nous un peu ce métier de pâtissier. Pourquoi on vous appelle pâtissier? En fin de compte, on a créé une association qui est la plus ancienne association d'ailleurs de pâtissiers de France. Et donc cette association se situe dans les Hauts-de-France, Nord, Pas-de-Calais et Somme. Et donc nous sommes toujours 13 depuis les années 50. On est toujours 13. Quand il y en a un qui s'en va, il y en a un autre qui arrive. Il y a une petite liste d'attente. Et ça nous permet d'échanger, d'avancer. Et puis, je veux dire... s'unir, se rassembler, c'est vraiment très, et apparemment, très commun. Ça vous porte chance, puisque vous êtes toujours 13. Oui, on est toujours 13. Ah c'est un chiffre auquel on tient. Alors, vous avez un salon de thé pâtisserie, on va dire, sur Lens, dans le boulevard Basely. On va dire. Ensuite, maintenant, depuis très peu de temps, vous êtes au Louvre-Lens. On peut vous retrouver au Louvre-Lens. Voilà, j'ai eu la chance, suite à un appel d'offres, de pouvoir reprendre la cafétéria du musée. Donc ça m'a permis de m'exprimer encore un petit peu plus dans ce que je sais faire et ce que j'ai envie de faire. On m'a laissé un petit peu carte blanche. Et pour moi, c'est génial, quoi, parce que c'est ma passion qui continue à se développer et c'est parfait. Et alors, vous dormez quand, Monsieur Janson? Je dors pas beaucoup, il me faut 4 heures, 5 heures par nuit maximum, c'est suffisant. De toute manière, j'ai pas la tête à dormir. Vous n'avez la tête qu'à inventer de jolis gâteaux. Et oui, de jolis... plein de choses. Jolies œuvres en chocolat aussi, parce que vous êtes plutôt artiste, moi je trouve. Je pense que c'est pour ça, ici au Louvre-Lens, qu'on vous a choisi, parce que vous êtes un artiste. Ouais. Vous créez des robes en chocolat. Alors c'est peut-être l'avis de Marie Lavandier, mais pour ma femme, je suis plutôt la tête de l'art. Mais oui, effectivement, j'adore créer. On a réussi à se faufiler dans une niche. On crée on fait un mélange, une symbiose entre la haute gastronomie, la haute couture et le monde animal.
Et donc ça a énormément plu et ça m'a permis de me balader un petit peu partout, de faire l'ouverture du Carnaval de Venise, d'aller à Dubaï. On a créé le premier salon du chocolat et du café à Oran, ensuite à Alger. Donc on a eu plein d'aventures extraordinaires qui nous ont fait un petit peu voyager et voir d'autres choses. Et d'ailleurs, vous nous avez ramené quelques petites sculptures que vous avez préparées en chocolat. Vous pouvez nous en parler? Alors on a fait quelques petits montages qui ne sont pas spécifiques à une période de l'année bien précise, mais voilà, on peut créer en fin de compte à partir d'œufs, on peut créer tout ce que l'on veut. Donc c'est bien parce que c'est bientôt Pâques, Yves. Et d'ailleurs, on se retrouve dans quelques instants pour te montrer cette belle recette du ch'teri à la mûre. Eh ben, en tout cas, on revient dans quelques petites secondes pour justement le début de cette recette et de ce fil rouge. En tout cas, nous allons passer un agréable moment avec les couleurs de notre région et les odeurs de notre région. Marie Lavandière, on est en plein cœur ici du musée du Louvre-Lens. On se trouve où exactement pour les téléspectateurs ? Alors là, on est dans le hall d'accueil. Donc, c'est l'endroit par lequel on pénètre dans le musée. En fait, il y a 3 portes différentes qui permettent d'accéder au cœur de ce musée. Et c'est donc un accueil qui a en fait beaucoup plus de fonctions que ça, puisqu'on y trouve aussi bien une librairie, la cafétéria, des choses qu'on ne trouve pas dans les musées d'habitude, un espace pique-nique où les gens peuvent consommer ce qu'ils amènent eux-mêmes, un centre de ressources avec une bibliothèque en libre accès, des endroits pour des activités pour les enfants, un endroit où on peut s'installer plutôt en famille, et puis évidemment accueil, billetterie. Donc déjà une première expérience assez extraordinaire avec ce hall, vous le voyez, d'une portée d'à peu près 80 mètres, ces colonnes très fines qui soutiennent un plafond qui semble complètement reposer sur toutes ces parois vitrées qui donnent une vue sur le territoire, les terrils jumeaux de Los-Angoël et le très beau parc du musée. Et en plus, en parlant du très beau parc, dès qu'on arrive déjà, on est déjà dans l'atmosphère, on est déjà dans le Louvre-Lens. Oui, tout à fait, parce que ce musée, il est au milieu. L'idée n'a pas été de le planter sur un bord du parc, un côté du parc avec un accès direct depuis la voie publique, mais vraiment de le mettre en plein milieu de ce parc. Et ce parc, c'est pas n'importe quoi, puisqu'en fait, c'est un ancien terri, justement, un ancien terri tabulaire et un ancien carreau de mine. Donc c'est un ancien site minier, et on est vraiment très fiers au quotidien d'être ici. Non seulement dans ce territoire qui a une histoire, mais sur cette terre-là qui a une histoire. On est vraiment sur la veine de charbon qui a été exploitée ici pour ce puits numéro 9 jusqu'en 1960. Combien d'œuvres on a ici justement au musée du Louvre-Lens ? Alors dans la Galerie du Temps, on a à peu près 250 œuvres, et pour les expositions, ça dépend, mais on a pour une exposition en moyenne, disons ici, c'est des très grosses expositions, 400 œuvres. Depuis le début, depuis l'ouverture du musée, sont plus de 3000 œuvres qui ont été présentées ici au public, dont de mémoire un peu plus de 2000 qui viennent du musée du Louvre lui-même, et je tiens à le préciser, pas des réserves du Louvre, comme je l'entends souvent dire, mais généralement des salles du Louvre. Hein. Ici, c'est vraiment des œuvres de tout premier ordre qui nous sont prêtées par le Louvre et qui sont décrochées des salles du Louvre à Paris pour être présentées ici. Alors justement, la question me vient à l'idée. La différence entre le Louvre-Lens et le Louvre à Paris, quelle est la différence ? Quelle est la différence sur quel plan ? Sur le plan de l'expérience, de ce qu'on vit Oui, par exemple, parce que je suppose que vous n'avez pas les mêmes thèmes ici à Lens que sur Paris. Non, on n'a pas les mêmes thèmes, on répond pas aux mêmes enjeux, même si ce musée, évidemment, il a été voulu, porté, et il est toujours extrêmement soutenu par le musée du Louvre Paris, avec lequel on nourrit évidemment des liens intimes. Mais l'idée, au départ, c'était bien, vous avez raison, de faire un Louvre autrement ici. Sinon, quel sens ça aurait eu de faire à 1 heure de Paris un autre Louvre où on aurait présenté les choses dans le même esprit. Donc ce Louvre autrement, il répondait à une envie principale qui était de créer une espèce de laboratoire d'expérimentation de ce qu'un musée, de ce qu'on peut faire avec ce type de collection, de différence, c'est vrai, de ce qu'on a l'habitude de faire dans les musées. Donc quelques exemples. D'abord la Galerie du Temps. La Galerie du Temps, vous n'avez pas tout ce qui fait un musée. Un musée, d'habitude, déjà, c'est des salles, généralement numérotées, enfin, faut suivre, on a un plan, etc. Ici, la Galerie du Temps, c'est 3000 mètres carrés d'un seul tenant. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de simèse, il n'y a pas de département, il n'y a pas de section, il n'y a pas de sous-section, enfin tout ce qu'on aime dans un musée. Ici, c'est la liberté. Ce sont donc 250 œuvres qui montent vers vous, classées à peu près par ordre chronologique, selon une logique géographique, et vous êtes invité en fait à vous plonger un petit peu dans le grand fleuve du temps, de l'histoire, de l'art, à vous promener
encore une fois, en liberté au milieu de ces œuvres qui vous permettent de les appréhender presque comme des amis, des gens, oui, une foule au milieu de laquelle finalement on circulerait et au sein de laquelle on reconnaîtrait des amis. Alors, on va pas en perdre une miette. On a envoyé nos caméras justement visiter le Louvre-Lens et on revient juste après ça au reportage. Situé sur l'ancienne Fosse Neuf, rue Paul Bert, le musée du Louvre-Lens ouvre ses portes le 4 décembre 2012, jour de la Sainte-Barbe, et se déploie sur un parc d'une vingtaine d'hectares. Les chemins respectent aujourd'hui les anciennes voies de chemin de fer qui reliaient autrefois les accès au Puy des Mines. Né d'une collaboration entre le Conseil régional, le département du Pas-de-Calais, l'agglomération de Lens-Liévin, la ville de Lens et le musée du Louvre, le Louvre-Lens est aujourd'hui ancré dans le paysage du bassin minier. La vue sur les terris n'est pas sans rappeler la pyramide du Louvre, située au milieu de la cour Napoléon à Paris. Réparti sur 28 000 m², le musée se découpe en 5 bâtiments linéaires, en aluminium et verre, laissant ainsi passer la lumière, une volonté des architectes japonais maîtres d'œuvre du musée. Un édifice sobre et épuré, abritant dans le hall son centre de ressources, sa médiathèque et un espace de vie agréable pour les visiteurs, la galerie du temps, le pavillon de verre, mais aussi la galerie des expositions temporaires. Sans oublier l'atelier, la scène du Louvre-Lens et le restaurant de Marc Meurin. Des espaces qui ont accueilli de nombreuses œuvres à travers diverses expositions, comme l'Europe de Rubens, Charles Lebrun, ou encore plus récemment, l'Empire des Roses ou Amour. Le musée accueille plus de 400 000 visiteurs chaque année, ce qui fait de lui le 3e musée de province le plus fréquenté. Véritable lieu de rencontre, à travers ses nombreux ateliers au fil des saisons culturelles, mais aussi ses nombreux événements, comme la route du Louvre, avec son marathon et ses randonnées, mais aussi des visites nocturnes, le trail des Pyramides Noires ou encore la fête de la Sainte-Barbe. Après avoir soufflé ses 6 bougies en décembre dernier, le Louvre-Lens se réinvente chaque jour et se projette en 2030 en lançant le premier projet scientifique et culturel. Imaginez ensemble le Louvre de demain en consultant les acteurs du territoire et ses visiteurs. Magnifique reportage sur le Louvre-Lens, Marie Lavandier. Difficile en 1 minute 30 de parler du Louvre. C'est vrai, le Louvre, il se vit, il se partage, il se parcourt, mais néanmoins, je suis très sensible à la qualité du reportage, il est magnifique. Alors là, on est en 2019, mais on pense déjà à l'horizon 2030 ? Oui, on pense à demain. Dans un musée, on ne le sait pas beaucoup, mais une exposition, par exemple, c'est souvent entre 2 et 3 années de travail et d'anticipation. Dans un musée, on travaille souvent sur un temps long. Et c'est vrai que le projet que j'ai trouvé ici en arrivant, il a été pensé en fait au début des années 2000. Il était formidable, il était généreux, il était fondé vraiment sur des valeurs comme la volonté de partager au plus grand nombre ces magnifiques collections nationales, comme la volonté d'inventer un rapport au territoire qui soit à double sens, c'est-à-dire à la fois on apporte quelque chose, ces collections en particulier à ce territoire, mais en même temps on s'en inspire pour fabriquer le musée. Donc, il y avait plein de bonnes choses, mais en même temps 15 ans après, il me semblait important de reposer un petit peu les choses, les questions, et surtout il me semblait très important d'écouter, justement, d'écouter le territoire, d'écouter les habitants, d'écouter les partenaires avec lesquels on invente des choses formidables depuis 6 ans que le musée est ouvert. Et donc, on a lancé ce projet de Louvre-Lens 2030, qui est un nouveau projet scientifique et culturel. Mais ce projet n'est pas signé par la directrice avec son équipe rapprochée. Il est signé par des dizaines, des centaines de personnes qui sont impliquées depuis 1 an pour y réfléchir. Toutes les équipes du musée, bien sûr, dans leur totalité, mais aussi les visiteurs, les habitants, même ceux qui ne sont pas visiteurs. Donc là encore, ce sont plusieurs centaines de personnes qui ont participé à des focus group pour réfléchir à l'avenir, les voisins, et puis nos partenaires, depuis les collectivités locales, évidemment, qui nous soutiennent financièrement au quotidien, et pas seulement financièrement d'ailleurs, la région, le département, l'agglomération, mais aussi toutes les associations, tous les partenaires du champ social en particulier avec lesquels on travaille, auprès desquels on s'est tourné pour avoir leurs idées, voir un petit peu de quel musée ils ont envie dans les années qui viennent et surtout à quel musée ils sont prêts aussi à participer. Parce que ce qui se passe ici, on ne le fait pas tout seul dans notre coin, on le construit ensemble, sinon on n'irait pas très loin. C'est-à-dire que c'est ensemble, c'est un travail d'équipe. Et en parlant d'équipe, on a la chance d'avoir à côté de nous monsieur le directeur, c'est ça, directeur adjoint Luc Pierrala. Bonjour.
Bonjour. Alors, avant de vous rejoindre et de parler un petit peu ensemble, on va retrouver Valérie en cuisine et Maître Janson, bien sûr, pour le début de la recette. Oui, Yves, vous l'entendez, ça fait un petit peu de bruit parce que Monsieur Janson s'active au fouet déjà. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette recette ? Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette recette ? Alors, il y a une structure déjà, donc un fond de pâte sablée avec une crème d'amande, donc que l'on va cuire. Ensuite, on va préparer la mousse qui va composer le gâteau, qui s'appelle le stérile. Et donc, on a composé une mousse à la mûre, donc très légère, pas trop sucrée, naturelle. Pourquoi la mûre ? Tout simplement parce que sur les terrils, naturellement, sont venus les ronciers. Et sur les ronciers, il y a énormément de mûriers. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait cette recette au mûr, spécifiquement. Donc, ensuite, une fois qu'on a mis cette crème d'amande, on passe à mélange. Là, je suis en train de faire une meringue froide, une meringue à froid. Ensuite, je vais faire une crème montée, une crème fraîche montée. Et ensuite, on va incorporer nos mûres en purée. Voilà. Et après, on pourra déguster. Voilà, Yves. Ça paraît bon. Hein. Ça va faire un petit peu de bruit. Hein, tout à fait. Non, mais il n'y a pas de souci. Nous, on est prêts. Et surtout, mais c'est après, du fait maison. Pour la dégustation un petit peu. Madame la directrice, on aime la bonne bouffe. On va parler comme dans le Nord. On aime bien manger. Ah oui, hélas, oui. Beaucoup. Plutôt sucré, plutôt salé ? Oh, les deux, mais pas mal sucré. Pas mal sucré. Ça tombe bien avec ce dessert. Alors, on revient à vous, Luc Pierrella, directeur adjoint du Louvre-Lens. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Télégoël et merci à tous vos équipes de nous avoir reçus depuis ce matin ici. Comment on choisit une exposition au Louvre-Lens ? Alors, le choix des expositions, aujourd'hui, est un travail aussi collectif. Qui se fait avec les envies évidemment de l'équipe, notamment de direction, qui se fait aussi en partenariat avec évidemment le musée du Louvre à Paris, et qui se fait, j'allais dire aujourd'hui d'autant plus qu'on a une connaissance plus fine de nos publics, qu'on prend encore plus en considération aujourd'hui dans le choix de nos thèmes, par exemple, que ça a été le cas par le passé, où effectivement dans la première vie du musée, la programmation des expositions était plus liée en fait aux différents départements du Louvre. Et en fait, si on regarde un petit peu le passé, on se rend compte que chacun des différents départements du Louvre, finalement, a eu une exposition qui le mettait particulièrement en valeur. Aujourd'hui, notamment depuis l'arrivée de Marie, on a des thèmes plus larges, plus liés aussi à un certain rapport avec le territoire, et qui se veut une autre manière d'aborder effectivement des sujets qui ne sont pas la manière traditionnelle de les traiter dans d'autres musées, notamment au Louvre. Je pense par exemple à l'exposition Amour, qui était la dernière qui vient de fermer en fait, depuis quelques mois, qui était un sujet très très large, etc., sur cette manière de traiter l'histoire des différentes manières d'aimer au travers le temps, qui est un sujet qui, encore une fois, n'est pas une manière classique de l'aborder, notamment sur des champs un peu plus présents, j'allais dire. Voilà, c'est des approches qui sont plus faciles dans le passé très lointain et un peu moins dans les périodes plus récentes. Combien de temps il faut approximatif pour préparer justement une exposition comme l'exposition qui va arriver dans quelques jours de Homer ? C'est des projets qui ont une grande importance, Marie l'a dit, en termes de nombre d'œuvres, et on est sur des projets qui effectivement peuvent durer de 2 à 3 ans pour être complètement montés. Le travail de directeur adjoint, c'est un travail quand même assez difficile, non ? Non, c'est pas un travail difficile. C'est un plaisir quotidien en fait d'être dans ce musée, de renouveler véritablement en fait sa pratique muséale. Enfin, en tant que professionnel de musée, ici, on a la chance de pouvoir faire des projets, d'avoir un rapport avec les visiteurs qui est pas du tout celui du musée traditionnel. On a la possibilité d'interroger les visiteurs, on aura l'occasion d'en parler, vraiment de se nourrir d'une relation particulière qu'on a avec nos usagers, qu'on nomme un peu entre nous nos voisins, parce que véritablement on a un rapport, une relation, comme aime souvent à le dire Marie, qui est vraiment pas du tout celle d'un musée traditionnel, je peux vous assurer. Ça veut dire qu'on a réinventé le concept du musée
en allant plutôt d'un musée traditionnel? Ça veut dire que là, on a vraiment changé un petit peu. On va au musée, mais il n'y a pas que le musée? Disons que le musée se construit, on l'a dit, avec ses partenaires institutionnels, mais pas que, et avec ses usagers, avec ses voisins, et véritablement est à l'écoute. La construction même de ces projets est à l'écoute véritablement des visiteurs, de leur retour, et on est dans une perpétuelle, j'allais dire, volonté d'adaptation, une vraie démarche qualité quelque part, de la manière dont on peut encore mieux répondre de projet en projet à ce territoire et finalement à la réinvention de ce qu'est un musée aujourd'hui. Et puis de suivre un peu la nouvelle technologie? Oui, alors c'est un des moyens pour le faire. C'est vrai que le musée du Louvre-Lens, c'est un laboratoire, notamment pour le musée du Louvre. Ça, c'était quelque chose de fondamental dans le projet dès le départ. Et c'est vrai que cette médiation numérique est au cœur de la réinvention perpétuelle des musées. Et c'est vrai qu'on a à cœur de pouvoir faire profiter encore une fois nos visiteurs de manière un peu décalée. Je pense notamment à l'exposition Homer qui ouvre dans quelques jours, où on va proposer notamment pour le public enfant une application numérique particulière qui lui est dédiée. Alors, dans différentes expositions, il y a des thèmes, différents thèmes, il y a des ateliers aussi. Comment on fait le choix des ateliers? C'est pareil, c'est pour toucher la proximité, qu'on soit jeune, qu'on soit plus ancien. On essaye justement d'amener tout le monde au musée, qu'on est même aussi malheureusement handicapé, qu'on soit physique ou moteur ou visuel. Le musée du Louvre-Lens accueille tout public. Oui, et plus que ça, il construit, j'allais dire, ses propositions de médiation, encore une fois, avec son public. J'ai l'impression de me répéter, mais dans cet aspect de la médiation, c'est quelque chose de très important au musée du Louvre-Lens, qui se fait, je pense, même plus qu'ailleurs, qui est véritablement l'idée de pouvoir répondre à aux différentes problématiques des publics particuliers que vous avez abordés, par exemple, et de construire avec eux les meilleures réponses pour qu'au fond, ils se sentent bien et que pour le musée, répondent à leurs besoins. Alors on parlait de médiateur tout à l'heure, on aura la chance d'avoir aussi, parce qu'au Louvre-Lens, il y a aussi un médiateur, justement, pour entrer, et on en a même plusieurs, et on aura Gauthier tout à l'heure avec nous. On a participé justement à un des ateliers, on a pensé à nos anciens, l'atelier des grands-parents, et on revient juste après ça. C'était un atelier dédié aux grands-parents, mais qui va s'ouvrir à partir du 22 janvier aux parents également. C'est une initiation aux pratiques artistiques, mais aussi comment appréhender la galerie du temps, les espaces du musée avec les enfants. Ces ateliers sont menés par des médiateurs du Louvre-Lens et donc on va donner nos trucs et astuces de la médiation pour pouvoir intéresser les grands-parents et les parents. Imaginez qu'on voyage dans la galerie du temps, de civilisation en civilisation ou de temps, par exemple l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Peut-être avoir aussi simplement des thématiques comme ce qui s'est passé ce matin où on était plutôt basé sur les monstres et les animaux dans l'atelier. Donc c'est des astuces qu'on donne pour ses parents et ses grands-parents pour qu'ils essayent aussi d'intéresser les petits-enfants pour aller visiter les musées. C'est important de savoir leur donner le goût de l'art, de leur transmettre et puis qu'ils aient envie eux-mêmes de venir quand on leur propose d'aller au musée. Que ce soit comme un jeu, oui, en cherchant par exemple un élément dans un tableau. Ça leur ouvre l'esprit, ça leur permet d'aborder les sculptures qui les intéressent beaucoup. C'est très intéressant et très éducatif. Oui, ils sont très satisfaits de leur visite, d'avoir ces clés pour pouvoir prendre en main une visite avec leurs petits-enfants et aussi d'avoir des astuces pour tout ce qui est pratique artistique, les techniques qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc nous, on se base sur des techniques plutôt simples, peu coûteuses, qu'ils peuvent refaire à la maison. Et puis après, on peut élaborer, montrer des techniques un peu plus coûteuses s'ils ont envie de perfectionner un petit peu les techniques avec leurs petits-enfants. Nous avons visité la galerie des temps, assez rapidement, je vous l'accorde, mais bon, c'était déjà très bien mené. Et ensuite, nous avons réalisé un croquis pour en arriver à la création du cadavre exquis. J'ai choisi de m'inspirer des babouins, donc égyptiens,
Et j'ai choisi de faire un profil de babouin au crayon aquarellable. Donc on propose ces stages aux grands-parents et aux parents tous les mois, donc une fois par mois, et ça dure à peu près 2 heures. Magnifique moment, magnifique partage, Marie, non ? Oui, c'est toujours magnifique. C'est vrai que ici, il y a un gros travail qui est fait auprès de, comme dans beaucoup de musées, auprès de la jeunesse, notamment à travers des partenariats très très forts avec l'Éducation nationale. Mais on était très très attachés à travailler aussi sur ce qui est resté très solide ici dans la région et dans le bassin minier en particulier, qui est ce lien familial et ce lien intergénérationnel. Parce qu'un musée, c'est un endroit où on vit en fait, et on vit en général avec beaucoup nos familles, nos amis. Ici, il y a des moments, moi, qui me touchent toujours beaucoup, qui sont la Galerie du Temps, remplie de familles le week-end. J'avoue que je viens juste pour ça. Je trouve ça assez magnifique. Et c'est vrai que l'idée qu'à la fois les enfants rapportent des expériences à leurs parents quand ils sont venus avec l'école, mais aussi que les parents et les grands-parents puissent trouver parfois de la légitimité, de la fierté aussi à travers ces ateliers qu'on propose. C'était quelque chose qui était très important pour nous. On voulait surtout pas laisser de côté une génération qui a quand même beaucoup souffert de la crise ici, de la fermeture des mines, mais bien au contraire, lui donner toute sa place dans notre projet. Alors tout à l'heure avec Luc, on parlait de médiation. Là, on a justement le chef du service médiation, Gauthier, bonjour. Bonjour. Alors votre nom de famille, je ne vais pas l'écorcher, c'est Verbeek. Verbeek, c'est d'origine flamande, non? Tout à fait. C'est pas très loin, les Flandres. Non, tout à fait. Alors votre rôle ici au Louvre-Lens, c'est quoi exactement? Alors je m'occupe justement de la mise en place de la politique de médiation du musée. Donc en fait, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on relie aussi, pour que le musée soit pleinement accessible à tous. Et tout ce qu'on peut imaginer aussi pour créer la rencontre avec le public, dans le musée, mais aussi à l'extérieur du musée. Ça veut dire que vous touchez la proximité? Bien sûr. Bien sûr, c'est un de nos rôles premiers, d'aller à la rencontre des publics, de la créer la rencontre, de montrer que le musée est présent et peut être présent dans la vie de chacun, dans parfois des endroits les plus inattendus. Alors on parlait tout à l'heure aussi d'activités. Pour avoir tous les programmes justement des activités ici au Louvre-Lens, on va où? Il y a un site internet? Bien sûr, il y a le site louvrelens.fr. Il y a également la brochure que nous éditons pour chaque saison. Donc là, nous entamons une nouvelle brochure en lien avec l'exposition Homère, puisque chaque exposition fait l'objet de la part de l'équipe de médiation qui est large, qui est talentueuse, de création d'activités qui sont vraiment faites pour tout le monde, pour que tout le monde s'y retrouve. Depuis les bébés de 9 mois jusqu'aux visiteurs les plus habitués au musée. Voilà, on cherche à créer des activités qui puissent parler à chacun, parler le langage de chacun et qui se mettent à la place du visiteur qui découvre une œuvre pour la première fois, avec un œil complètement neuf, avec un œil vierge, et puis aussi des formats parfois un peu plus exigeants pour des visiteurs qui connaissent davantage. Ça veut dire qu'il faut faire appel à nos téléspectateurs de leur dire il faut venir au Louvre-Lens, justement, de passer une journée, de passer 5 minutes, même juste de voir un petit peu la curiosité? Je ne saurais que trop l'encourager, bien sûr. Le musée, c'est un lieu de vie, comme le disait Marie tout à l'heure. On peut y passer un bon moment ensemble. Il n'est pas interdit de rire au musée. Il n'est pas interdit de s'amuser d'une œuvre. Toutes les approches sont bonnes. Le musée présente des objets qui sont les reflets de la vie. Donc, il n'y a pas de raison que le musée ne soit pas un lieu de vie. Alors, un lieu de vie, vous allez aussi, vous, à la rencontre des gens qui habitent dans le bassin minier, parce que on a eu l'occasion de vous voir aussi dans les hypermarchés, par exemple, du secteur, pour justement aller les chercher, aller leur dire « venez au musée ». Tout à fait. C'est vrai que, par exemple, depuis 4 ans, nous allons dans la galerie commerciale d'Imauchamp à Noyelles-Godault, où nous allons présenter des expositions. Et ce sont vraiment des moments formidables, parce que, au-delà du fait que c'est vrai, ça nous permet de toucher beaucoup de gens. Il y a des vrais moments de rencontre qui se mettent en place à ce moment-là. On se rend compte aussi que les gens qu'on rencontre, au fur et à mesure du temps, viennent au musée, connaissent le musée, ont déjà participé à des activités au musée. Parfois, le déclic s'est réalisé en galerie commerciale, et puis ils sont revenus ensuite voir comment ça se passait ici. Et puis, ça nous nourrit.
C'est une façon formidable de rencontrer les habitants du territoire. Et on construit avec eux tout ce qu'on fait ici. Et c'est aussi pour ça qu'on essaie d'avoir des programmations au musée qui permettent la participation à la fois des visiteurs, mais aussi de structures, d'associations, de partenaires. On cherche vraiment à tisser un lien très fort. Ça veut dire qu'on peut s'amuser, apprendre justement l'art, apprendre l'histoire grâce au musée du Louvre? On peut apprendre l'art ou l'histoire de l'art par le jeu, par une pratique plastique, par le fait de prendre la parole, voilà, il y a des tas de façons de le faire. Et on essaie en tout cas d'essayer de penser à peu près à toutes les manières de le faire. Alors nous on s'est rendu justement dans un hypermarché du côté de Noyelles-Godault et on revient juste après ça. Le musée du Louvre-Lens s'installe dans la galerie commerciale de Noyelles-Godault. C'est une façon pour nous de venir rencontrer des gens qui ne sont pas forcément venus au musée, en leur proposant des activités, en leur montrant tout ce qui se passe également au musée. Donc on a plusieurs ateliers famille, un atelier qui s'appelle la boîte à secrets. On a également un atelier de cadenas en forme de cœur, donc qu'on décore avec certains motifs et certaines œuvres de l'exposition Amour. Et puis on a plutôt pour les adolescents ou pour les jeunes adultes un atelier de tatouage éphémère. Et puis on a enfin la grosse pomme cœur qui est le symbole, l'affiche de cette exposition dans laquelle les gens qui viennent sur le stand peuvent se prendre en photo, en selfie, et leur photo est imprimée sur place. Ce genre d'activité famille, on a vraiment l'habitude d'en réaliser, en particulier au musée. Au départ, les gens ne savent pas trop, pensent qu'ils ne vont pas forcément y arriver. Puis en fait, on les accompagne réellement dans la création d'un objet artistique. Et puis par ce biais-là, de façon assez agréable, assez conviviale, ça nous permet nous aussi de parler des contenus des expositions, de parler des œuvres, voilà, de montrer qu'en fin de compte on peut venir au musée sans que ce soit pesant. On peut s'amuser en parlant d'art, en parlant du musée, c'est pas du tout contradictoire. Tout à fait, en fait, pour nous, c'est vraiment, c'était un public qu'on avait identifié, les jeunes et les ados qui sont présents dans les galeries commerciales. Ça nous permet vraiment de nous adresser à un public qui est difficile à toucher et qui est très souvent absent des musées en dehors du cadre scolaire. Donc c'est pour nous une façon très privilégiée de toucher ce public-là. Vous partez, hein, Marie Lavandier, à la rencontre justement du public, comme là dans des zones commerciales. Il faut rappeler aussi aux téléspectateurs que des fois les ateliers sont gratuits. Oui, bien sûr, on est très attaché à la gratuité au musée du Louvre-Lens. Ça a été quelque chose qui était prévu initialement uniquement pour 1 an, la gratuité de la Galerie du Temps. Et il faut savoir que depuis, ça a été renouvelé chaque année. Et même notre conseil d'administration nous a soutenus dans l'idée qu'on la pérennise. Donc maintenant, la gratuité pour la Galerie du Temps, elle est acquise. Et en plus, on est très attaché, vous l'avez compris, à la fois à assurer un accueil et une médiation qui soit humain, c'est-à-dire quand vous arrivez ici, vous avez des gens qui vous sourient, qui vous parlent, qui vous accueillent, qui vous expliquent, qui vous écoutent aussi. Donc ce sont les médiateurs et il y a des formats gratuits de médiation à horaire fixe dans la Galerie du Temps. Tous les jours, on peut vous faire découvrir une œuvre, on peut vous faire un parcours rapide, et c'est la même chose. Donc là, dans les expositions temporaires qui, elles, sont payantes, mais il y a beaucoup de journées de gratuité ici au musée, parce que si les gens ne peuvent pas venir, ben ça n'a pas grand sens de faire tout ça. Alors, en tout cas, on va retrouver tout de suite la cuisine, notre amie Valérie et Jean-Claude, parce que ça commence à sentir bon quand même. Mais ça commence à prendre forme. On a fait cuire les fonds de tarte, Monsieur Janson. Alors, on rappelle, hein, fond de tarte avec de la pâte d'amande. C'est ça, une crème d'amande, une pâte sablée au beurre. Qu'on fait cuire combien de temps au four? Il faut compter un quart d'heure à 190 degrés. Ensuite, on a monté la crème liquide en chantilly. Donc là, voilà, j'ai monté la crème liquide. Alors, sur de la glace, hein, voilà. Ça va 5 fois plus vite. Ça va plus vite et ça permet de la garder plus ferme ou ça permet de la garder ferme surtout, et puis de la garder bien fraîche, et elle monte plus facilement. Elle monte beaucoup plus facilement. D'accord. Et alors là, on en est où? Là maintenant, je suis en train d'incorporer ma purée de mûre avec du beurre de cacao, de la couverture de chocolat blanc, ça va être mon liant. Voilà, un liant naturel, hein, pas de poudre à perlimpinpin ou de choses comme ça.
Donc du vrai gâteau maison. Hein. Voilà. Et ensuite, on va mettre alors la meringue que j'ai faite tout à l'heure. Combien de... Pour combien de gâteaux là? Une dizaine? Oui, on va faire pour une dizaine de gâteaux là. Donc la meringue à froid, hein, qu'on a battue tout à l'heure. Alors est-ce qu'on apprend dans le métier de pâtissier d'où viennent tous ces ingrédients? Ah oui, alors c'est tout l'intérêt et le côté passionnel du métier, c'est que justement quand on est apprenti, on découvre énormément de choses, on doit apprendre des choses qui peuvent sembler barbantes, hein, la technologie, des matières, mais en fin de compte, ça a une grande utilité, c'est parce que une fois que vous commencez à maîtriser un petit peu ces matières et puis un petit peu ce qu'elles deviennent quand on les cuit, quand on les mélange à d'autres produits, quand on avec les différences de température aussi avec lesquelles on les incorpore, les masses fluides, les masses comment dire plus grasses, plus liquides. Quand on commence à maîtriser tout ça, c'est là qu'on commence à pouvoir créer ces produits. Toutes ces émissions qu'on voit à la télé sur les chefs, les pâtissiers, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Monsieur Janson? Pensez que c'est qu'on s'intéresse de plus en plus à ce métier de cuisinier, de pâtissier? C'est sûr que depuis que ces émissions existent, je vous cache pas que j'ai jamais eu autant de demandes d'apprentissage. Ça, c'est certain. Et c'est un bien parce qu'on avait un petit souci. Dans le domaine, mais il y a un autre phénomène auquel on ne s'attendait pas, c'est les reconversions. C'est-à-dire des adultes qui ont choisi une voie, en fin de compte, au bout de 10-15 ans, qui ne leur plaît plus du tout, et ils ont envie de vivre leur rêve, leur passion, qui est la cuisine, qui est la pâtisserie. Et donc on se retrouve confronté à deux types d'apprentissage, des formations adultes et des formations de jeunes. Bon, ça peut être très très intéressant aussi, mais bon, ça fait beaucoup, quoi. Ouais, mais au moins on a de quoi se régaler. Donc on mélange tout ça et on se retrouve tout à l'heure, Yves, pour faire le montage de cette bonne recette. Pas de problème, nous on vous suit, en tout cas on est ravis d'être avec vous. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans le cœur de ville avec le Louvre-Lens. Le Louvre-Lens est situé dans un ancien carré de fosse, c'est ça? Oui, tout à fait, sur un ancien carreau de mine, donc vraiment dans un ancien site industriel. Avec tout autour des habitations, des corons? Oui, exactement, des corons et pas seulement, des cités minières. En fait, ce qui est important et touchant à comprendre, c'est que ici il y avait donc cette mine, c'est comme une grosse usine qui employait à peu près 1 millier de personnes et qui finalement explique ces quartiers, leur histoire, les reliait aussi, puisque différents quartiers abritaient les habitants qui travaillaient ici, ce puits de mine. Donc quelque part, ce site-là, il a été toujours en position de créer du lien avec ces quartiers-là, et nous on y fait très attention. Pour nous, nos voisins, c'est vraiment le cœur du musée, et moi je suis très attachée non seulement à ce qu'on les voit, à ce qu'on les côtoie, à ce qu'on les écoute, mais aussi à ce qu'ils aient une place ici dans ce musée, qu'ils se sentent non seulement chez eux pour venir voir les œuvres, profiter du musée, mais aussi quelque part que les personnes qui viennent de l'extérieur, parce que le Louvre-Lens, il a aussi une mission de développement touristique du territoire, de rayonnement, mais elles voient ce qui fait la richesse de ce territoire. C'est bien sûr son histoire, c'est son paysage, et puis surtout, c'est les gens qui y vivent et qui sont formidables. Alors on parlait de voisins, et vous avez lancé la perche avec une des voisines qui est venue nous rejoindre. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de cette émission Cœur de Ville, en plein cœur du Louvre-Lens. Ouais. Quelle a été votre première impression quand vous avez vu tout doucement la naissance du Louvre-Lens ? Mais je me suis souvenu que j'avais participé aussi à la maison du projet. Il y avait eu quelques réunions préalables, donc j'y participais. Et puis l'émerveillement, mais je suis bon public, hein, donc mais l'émerveillement à l'inauguration, avec tout ce qu'il y avait dans la cité, les gros pots de feu, tout ce qui rappelait la mine en fait, hein, le feu, etc. Donc nous on était ravis. Par contre, on n'a pas imaginé, je dis on parce que je pense aussi à un certain nombre de personnes autour de moi, que le musée prendrait autant de place dans nos vies. Ça a vraiment, le mot n'est pas trop fort, transformé nos vies. On participe à beaucoup de choses ici. Je tiens à dire qu'au-delà du musée, moi aussi, je suis une adhérente de la scène du Louvre-Lens qui nous propose des spectacles
vraiment de qualité, pas chère. Encore une fois, c'est aussi très important. C'est vraiment la culture accessible à tout le monde. J'avais l'habitude d'aller encore à Lille, par exemple, pour des sorties. Je le fais plus. C'est pas la peine. On a tout ce qu'il faut ici. Je dirais en complémentarité aussi avec ce que peut proposer le Colisée, quoi. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses ici. Les conférences auxquelles on vient, les spectacles, on participe au Café des abonnés, au Café des voisins, on vient voir les expositions temporaires, on retourne voir ces expositions-là, on vient avec les enfants. Enfin, vraiment, on s'ennuie pas. Plus le parc qui est aussi très très important. Ça veut dire qu'on ne s'ennuie pas au Louvre-Lens. Du tout. Hein. Est-ce que c'est pas justement difficile d'avoir le Louvre comme voisin? Pas du tout, au contraire, ça a dynamisé. Et je trouve que ce qui est drôlement intéressant aussi, c'est que ça a créé du lien entre les gens. C'est-à-dire qu'on retrouve un certain nombre de personnes régulièrement, maintenant, des voisins. Et puis, oui, ça crée du lien, il y a des échanges, on s'embrasse, maintenant on se parle, enfin, ça crée du lien. Qu'est-ce qu'on pense un peu des œuvres qui sont justement exposées ici au Louvre-Lens, vous qui êtes voisine? Oui, je crois que c'est apprécié. Après, c'est quelquefois un peu plus difficile. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait, pour les gens qui sont un peu réticents à l'égard du musée, d'avoir un médiateur, d'avoir des explications, d'avoir l'audio-guide, parce que sinon, quand on est devant comme ça, on ne sait pas trop. Enfin, s'il y a des émotions qui viennent, mais je pense que si on donne du sens à ce qu'on voit, ça prend une toute autre dimension. Enfin, c'est mon avis. On a la chance d'avoir Madame la directrice Marie Lavandier avec nous. Si ça serait un conseil à lui donner, par exemple, pour améliorer votre visite au cours ou des prochains moments ici au Louvre-Lens, ça serait quoi pour vous? Ils tiennent déjà compte dans le cadre du café des voisins, des abonnés, de ce qu'on peut dire. Par contre, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais bon, c'est peut-être compliqué à mettre en place. Je trouve que ce serait bien qu'il y ait un panneau qui explique un peu tout ce qu'on peut faire dans la journée, parce que quand on arrive ici, on ne sait pas forcément qu'il y a des impromptus, on ne sait pas forcément, et ce serait bien d'expliquer les ateliers, etc., qui est une espèce de, je ne sais pas comment, un panneau ou un panneau visuel, peu importe, ou une grande pancarte comme on voit pour les restaurants, qui expliquerait un petit peu ce qui est possible de faire dans la journée. Okay. Ça, c'est un vouloir aussi, je crois, pour vous, Marie Lavandier, c'est de mettre aussi en contribution les personnes qui viennent visiter, justement, de prendre un petit peu leur demande pour justement avancer dans le musée. Oui, alors ça, on l'a fait dans le cadre de la démarche justement autour de l'invention de ce nouveau projet scientifique et culturel. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire de ce musée dans les années qui viennent. On a beaucoup écouté, beaucoup collecté d'idées, de rêves, et on va essayer d'en réaliser quelques-uns et même un peu plus. Et puis effectivement, il y a une formule ici qui est assez formidable, qu'on appelle les groupes tests, mais qui permet de réunir des voisins, des enfants parfois, autour de choses qu'on est en train de préparer, parfois très à l'amont. Par exemple, on en a fait pour l'exposition Homer, on en a fait pour l'exposition de peinture polonaise qu'on prépare. On travaille aussi sur, je sais pas, les affiches, par exemple. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, tout l'imaginaire, et puis bien sûr les attentes. Mais en tout cas, je retiens la suggestion de Jacqueline sur le panneau. On est en train d'y travailler. C'est vrai qu'il se passe toujours quelque chose au musée du Louvre-Lens. Quand on va sur le site internet, on voit les propositions. C'est quelque chose de considérable. Et effectivement, quand on arrive dans l'espace, c'est parfois un petit peu difficile de savoir tout ce qui peut se faire. Donc, merci du conseil. En plus, il faut souligner à nos téléspectateurs que Jacqueline, vous êtes aussi une ambassadrice, c'est ça, Oui, je me considère un petit peu comme une ambassadrice, entre autres aussi parce que je fais la lecture aux enfants dans les écoles et que je choisis les albums qui ont une référence avec les expositions temporaires. C'est ma façon d'être militante. Comme militante culturelle, je vais dire ça comme ça, comme il y a aussi le comité des sages auquel je participe, où sont des retraités, où il a été décidé que je serais l'ambassadrice du Louvre auprès du comité des sages, c'est-à-dire informer les 140 adhérents de ce qui se passe ici. Donc je leur envoie la newsletter, etc. Enfin, je les tiens au courant. De la même manière qu'avec le Respark, qui est la retraite sportive en Artois, où j'ai aussi insisté pour qu'on vienne faire une promenade dans le parc, pour que les gens puissent aussi rentrer après dans le musée. Donc à ma dimension, j'essaye d'être une ambassadrice effectivement là où je vais, dans le quartier, à l'école, avec les retraités, etc. quoi. Ça veut dire qu'on peut justement venir au Louvre-Lens, mais on peut aussi passer un week-end au Louvre-Lens pour les gens qui n'habitent pas notre région, parce qu'ils sont nombreux à venir visiter, parce que depuis quelques semaines, un hôtel a vu le jour.
Alors, on ne peut pas encore dormir dans le musée du Louvre-Lens. Je ne vous cache pas que ce serait un de mes rêves. Même moi, je n'ai pas encore dormi, ni dans mon bureau, ni peut-être dans la galerie du temps un jour. Mais on peut depuis quelque temps, effectivement, loger. Il y avait déjà une offre hôtelière sur le secteur, mais on n'avait pas d'hôtel 4 étoiles et on n'avait pas de structure proche du musée géographiquement qui permettent d'accueillir un groupe, par exemple. Donc, ça fait 6 ans qu'on l'attendait. Il a ouvert il y a quelques semaines. C'est l'hôtel du Louvre-Lens, qui est juste en face, qui a une très belle histoire puisqu'il est installé dans un ancien coron, pour le coup dans un ancien habitat minier, et que les constructeurs de cet hôtel ont eu à cœur vraiment de garder cette identité, la brique, la volumétrie. Ils ont eu à cœur aussi de présenter cet hôtel aux gens qui avaient habité dans ce coron, et même de les y inviter. Voilà, Jacqueline peut nous raconter ça. Et aujourd'hui, les visiteurs du Louvre-Lens peuvent trouver ce lieu sur place ou loger, ce qui leur permet de compléter leur expérience évidemment du Louvre, du territoire, d'y séjourner et de voir un certain nombre d'autres choses à voir ici, soit à Lens, soit ailleurs dans le bassin minier ou dans la région. Et ça, c'est quelque chose qui était très important. Le Louvre-Lens tout seul, c'est déjà une offre formidable évidemment, mais en résonance avec ce territoire, avec cette région, le bassin minier mais pas seulement, Arras qui est à 2 pas, les sites liés à la Grande Guerre, bien sûr tout le patrimoine minier, le Louvre, autant de noms qui sont évocateurs à l'échelle internationale et qui à terme vont permettre, avec en plus maintenant cet hébergement de qualité, aussi de développer le territoire, parce que l'idée du Louvre-Lens, c'est de nouer une belle relation avec les habitants, d'inventer une autre manière de faire un musée, mais aussi de prouver que la culture, c'est un plus pour un territoire. La culture, ça peut apporter aussi dans des domaines qui soient pas seulement la délectation, l'éducation, qui soit pas seulement, et Dieu sait que c'est important à mes yeux, apporter du bonheur aux gens à travers une expérience originale, mais bien montrer que la culture, ça peut aussi être un levier de développement d'un territoire. Ça peut changer l'allure d'une ville. Ici, c'est le cas avec des projets urbains, avec les circulations douces installées sur les anciens cavaliers miniers, avec les réserves du Louvre maintenant qui sont en train d'être construites sur Liévin, qui sont signés par un des plus grands architectes du monde à nouveau, Richard Rogers. Et donc, voilà, montrer aussi que la culture, ça peut à certains égards être un moteur de développement économique, de développement social. Eh ben, en tout cas, nous avons été poser nos valises à l'hôtel du Louvre-Lens et on revient. C'est un hôtel 4 étoiles qui comporte 52 chambres et qui a été fait dans d'anciennes maisons de mineurs. 2 fois 13 anciennes maisons de mineurs, donc 26 maisons, qui ont été réhabilitées en hôtel 4 étoiles avec un espace séminaire, un restaurant, un bar et un espace fitness et un sauna pour les clients de l'hôtel. Sur le restaurant, nous sommes sur une offre bistronomique et l'établissement, le bar et le restaurant sont ouverts à tout le monde et pas réservé aux clients de l'hôtel. On est sur une offre bistronomique, donc avec un positionnement complémentaire par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur Lens. On n'est pas sur du gastronomique comme le fait l'atelier de Marc Meurin, il le fait très très bien et on le laisse faire. On n'est pas sur de l'estaminet ou de la friterie, on est sur une offre complémentaire par rapport à ce qui existe aujourd'hui. L'hôtel est situé juste en face du musée du Louvre qui avait un gros besoin de structure d'hébergement à proximité pour tous les visiteurs du musée qui aujourd'hui viennent visiter le musée et puis finalement vont dormir sur Arras ou sur l'île faute d'offres d'hébergement sur le bassin lensois. Comme vous pouvez le voir à l'image peut-être derrière moi, la brique a été piquée, remise à nu pour mettre en avant un petit peu l'histoire de ces lieux et ça plaît énormément aux clients de l'hôtel, aux Lensois et aux anciens locataires qui ont dormi ici, qui sont très très fiers d'avoir habité dans ces lieux et qui ont été particulièrement émus et émouvants donc lorsqu'ils sont venus dans leurs anciennes maisons et qu'ils avaient les larmes aux yeux de voir ce qu'était devenu leur maison. L'hôtel du Louvre-Lens, un très très beau reportage. C'est sympa quand même d'avoir un hôtel en face de ce musée, non ?
Oui, c'est merveilleux. Puis en plus, effectivement, il y a l'hôtel, donc il y a des visiteurs qui y viennent. Il y a une collaboration formidable qui s'est mise en place avec le musée. Par exemple, l'hôtel avait fait pour son ouverture un pack amoureux qui permettait à la fois un accueil spécial couple à l'hôtel, mais aussi une visite ici au musée, d'exposition, des activités, etc. Et puis il y a aussi effectivement un restaurant où il est plutôt agréable d'aller déjeuner de temps en temps, avec d'ailleurs un très joli jardin-terrasse qui a été aménagé derrière. Tout à fait, un très très beau endroit, et en plus on a gardé justement les odeurs et les parfums et surtout la couleur du bassin minier. À côté de nous, on a justement Bertrand Denain qui est là, qui est jardinier au Louvre-Lens. Oui, oui, tout à fait. Alors Bertrand, on va vous parler dans quelques petites secondes, on va retrouver l'ami Val et Jean-Claude. Il me semble que le montage est bientôt en cours, non? C'est pas ça? Oui, on a déjà bien avancé. Alors est-ce qu'on peut montrer un petit peu ce montage de la crème au mur? Alors comment C'est un montage tout à fait traditionnel, hein, en dôme. Donc c'est la crème qu'on a réalisée tout à l'heure. Donc c'était la chantilly avec la crème meringue. Alors pas de la chantilly, de la crème montée, parce que la chantilly c'est une crème montée sucrée. Donc on rajoute pas de sucre, on met simplement une crème montée, une meringue à froid, donc moins sucrée aussi, et ensuite qu'on incorpore à la mûre avec du beurre de cacao et de la couverture de chocolat qui permet d'être le liant de l'ensemble. Ensuite, une fois qu'on a réalisé ces petits dômes, on va les pulvériser avec un mélange. Alors ça va peut-être être un petit peu compliqué, mais je vais vous donner l'astuce. C'est tout simplement du charbon végétal. Hein. Donc, du charbon que vous avez été chercher sur nos terris? Alors écoutez, pas du tout. Du charbon végétal, en fin de compte, c'est issu des végétaux, donc qui sont carbonisés. Et là, en l'occurrence, c'est de la noix de coco, mais on peut faire ça avec plein de végétaux. On peut faire ça avec des noix, on peut faire ça avec des coques de noisettes, on peut faire ça. Et vous voyez, regardez, quand on mélange, ça colore énormément. C'est un colorant naturel extraordinaire. Mais comment vous viennent toutes ces idées de réalisation? Là, par rapport au Louvre-Lens et par rapport à notre bassin minier, comment vous est venue cette idée de se dire en fin je de vais faire un compte, terri? voilà, je ne suis pas né, ici, j'ai été adopté ici. Mais voilà, on adopte vite nous aussi. Voilà, vous adoptez énormément vite. Bon, c'est certainement comment dire, dû à la mixité des différentes communautés qui sont arrivées avec l'expansion minière et qui a naturellement opéré cette magie de rendre les gens aussi chaleureux, aussi avenants, aussi accueillants, qui fait que moi je suis tombé là-dedans à l'âge de 14 ans et j'ai tout de suite été accueilli à bras ouverts par des camarades, hein, que j'ai encore aujourd'hui, hein, des camarades qui sont venus me voir dans la cour d'école le premier jour où je suis arrivé. Ce sont encore mes copains aujourd'hui. Et donc il y a quelque chose, il y a un lien qui s'est fait avec le territoire. Et je pense que j'ai pourtant été élevé par mes grands-parents dans le sud-ouest, hein, vous voyez. Oui, mais c'est vrai. Voilà, il y a quelque chose de très fort ici qui fait qu'on a envie de montrer ce qu'on peut faire de bien, ce qu'il y a de bien. On a envie de partager le vécu de tous ces gens, de toutes ces communautés. Voilà. Et puis donc automatiquement, moi, par mon métier, par ma passion, qui est un métier de partage avant tout, je fais découvrir un petit peu tout ce que l'on peut faire avec ce que l'on trouve sur place. D'autres gâteaux pourraient arriver bientôt en lien avec le Louvre-Lens ou... Constamment. Bon, on m'a lancé quelques petits défis. La direction de la communication, l'équipe de communication de Marie Lavandier, au départ, m'a lancé quelques petits défis très très sympathiques pour moi. Donc on avait fait des choses très 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 intéressantes pour Amour. On en a déjà créé pour Homer, qu'on va faire déguster prochainement. Et donc c'est très intéressant parce que ça nous permet de replonger, moi et tous mes collègues, dans l'histoire de la gastronomie, quoi, depuis des millénaires. Alors, on va pulvériser et on se retrouve après, Yves, pour déguster, parce qu'on va déguster quand même.
Bien sûr, on va déguster, mais le dressage, tout ça. En tout cas, c'est pas encore tout à fait la fin de l'émission. Marie Lavandier, pardon. Ici, c'est un cœur de poumon. Ici, on peut se balader, on peut apprendre, on peut aussi, par exemple, aller au théâtre, aller au spectacle. C'est bien ça, le Louvre. C'est vraiment multiculturel. Oui, tout à fait. On aime bien l'idée ici d'une cité culturelle, en fait, plus que d'un musée. Et c'est vrai que avoir un musée comme ça au sein d'un parc qui raconte l'histoire de ce territoire, mais qui raconte aussi une forme de résilience, comment en fait après une période industrielle qui a laissé des traces, qui a certes enrichi le territoire, était sa fierté, mais qui l'a aussi, par exemple, pollué. Et ben comment en fait la nature peut reprendre ses droits, comment sur un ancien site industriel peuvent renaître des usages différents, comment aussi finalement à travers ce parc, nous on rappelle que la culture, c'est pas seulement la peinture, la sculpture. La culture, c'est juste d'être dans un paysage qui a une histoire, qui a aussi été redessiné ici par une grande paysagiste contemporaine qui s'appelle Catherine Mosbach. Comment la culture, c'est aussi quelque part, dès qu'on bouge son corps, dès qu'on se situe dans un environnement, et ben c'est déjà de la culture. Et donc, avec ce parc, on s'amuse beaucoup. Alors en parlant du parc, on a justement le responsable des jardins et du parc. Je vous ai appelé tout à l'heure monsieur le jardinier, mais c'est tout comme, hein, de toute façon. Mais c'est mon métier de base. Voilà, Bertrand Denain, merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de Ville. On peut se promener justement dans ce parc avec des thèmes ? Oui, des thèmes assez forts, effectivement. C'est d'abord et avant tout la traduction de ce qu'était l'histoire du site, de son activité minière, et la paysagiste, justement, a voulu retracer dans son projet d'aménagement ce qu'a pu être l'histoire du site, son activité de 1880 jusqu'à 1960, quasiment 100 ans d'activité. Donc avec un résultat d'un terrain qui était très très difficile à travailler dès le départ. Comme disait Marie Lavandier, notre but c'est de favoriser la nature, le fait que la nature puisse reprendre ses droits ici sur un site qui a été complètement saccagé, entre guillemets. Donc oui, beaucoup de thématiques, des espaces complètement différents. On a la chance d'avoir un bois pionnier qui est là depuis la fin d'activité, depuis les années 60. Donc on a la chance d'avoir du robinier, du bouleau, de la végétation spontanée qu'on trouve à peu près sur tous les terris. Mais voilà, ici, toute une partie a été retravaillée pendant la construction du musée. Et cette partie bois pionnier reste, elle, totalement naturelle. Et puis c'est un magnifique endroit où on peut suivre aussi les saisons. Oui, et il est d'ailleurs d'une beauté particulière à chaque saison. Il y a toujours un reflet, une lumière, la composition des feuillages qui évolue en fonction des saisons. Et voilà, c'est vraiment une chance de pouvoir vivre ma passion ici. Vivre votre passion, et en plus en vivant votre passion, je me suis promené tout à l'heure en arrivant ici, j'ai même trouvé des ruches. Oui. On a la chance d'avoir des ruches ici sur le parc. Alors elles sont présentes depuis maintenant 4 ans. On a la chance d'avoir un partenariat avec un apiculteur à Rajoie. On lui a mis une parcelle en jouissance, et puis voilà, il a mis 5 ruches la première année. Là on a une dizaine de ruches maintenant. 250 kilos de miel chaque année, 2 fois dans l'année. C'est très bien. Donc, ouais. On a de très beaux projets. Et évidemment, ça va dans la grande stratégie générale du parc, c'est-à-dire d'amener de la biodiversité, d'amener la nature en cœur de ville. Et comme vous le savez, évidemment, les abeilles permettent la pollinisation, permettent la reproduction des plantes. Et donc, c'est notre manière à nous d'accompagner le parc dans son développement. Alors en parlant de développement, parlons de saison. On est déjà au printemps, mais d'ici quelques semaines, on va pouvoir commencer à préparer son terrain pour faire les petits potages, les petits potagers. On est déjà en cours de préparation. La saison à venir, la saison d'été, se prépare déjà depuis cet hiver. Donc là, on est en train de, fignoler les différentes parties du parc. On a un mode de gestion un petit peu particulier. On est sur ce qu'on appelle de la gestion différenciée, donc des secteurs qui vont être très très entretenus, et d'autres qui vont être volontairement être laissés, alors certains diront à l'abandon, mais moi je dis que c'est simplement une végétation naturelle, spontanée, et nous notre travail, c'est plutôt d'accompagner le développement du parc,
et de ne pas le contraindre dans une direction. Alors, les projets de potager, mais pour cet été, par exemple, il y aura des animations de prévues justement autour de ce parc, de ce jardin. C'est vrai qu'il a fallu laisser un petit peu de temps au parc. J'ai eu la chance d'arriver dès l'origine du projet. Moi, j'ai des images du parc. On était dans le noir, on était dans la mine. Aujourd'hui, on l'a transformé en îlot vert. Ça nous permet aussi, comme vous le dites, de développer des activités l'été, de pouvoir accueillir un public essentiellement familial, parce que ce qu'on propose l'été, c'est avant tout proposer des animations, proposer des activités aux gens qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Donc nous ici, on crée des thématiques sur 2 mois pendant l'été. Là évidemment, cette année, on va s'appuyer sur Homer, on va aller décliner ça sur les Olympiades, sur les super-héros. Voilà, quelque chose qui est vraiment transgénérationnel, qui va, je pense et j'espère, parler à tout le monde. Alors dans quelques minutes, justement, on va voir un reportage concernant le parc, le jardin. Mais vous n'êtes pas qu'un homme de terrain, vous êtes aussi pas de jardin mais de terre, mais vous êtes aussi un homme un peu touche-à-tout ici dans cette maison, parce que je crois qu'il y a d'autres choses à votre carte de visite. C'est pas ma seule activité sur le musée, effectivement. Je m'occupe aussi de l'entretien général du bâtiment, des services généraux, de l'intendance, de l'accueil de nos invités, de l'accueil de nos différentes privatisations, de l'organisation de différents spectacles. Voilà, on est un peu un service qui se met au service de tout le monde. Marie Lavangère, on aime justement que ses collaborateurs on touche à tout, justement, ne soient pas spécialement spécialisés dans une spécialité, mais peuvent justement se donner la main, tous main dans la main, pour avancer, pour faire grandir ce beau projet du Louvre-Lens. Oui, alors c'est vrai qu'ici, moi je suis très frappée, très émue, et je ne leur dis jamais assez, par le niveau d'engagement de chacun des membres de l'équipe dans le projet du Louvre-Lens. Et vraiment, c'est un projet qui est partagé par tout le monde et qui conduit effectivement chacun à se donner les moyens de travailler avec les autres. Ça, c'est vrai que c'est très important. Ici, on ne travaille pas tout seul dans son coin, on ne travaille pas en silo, parce qu'on est tous au service d'un projet d'ensemble qui est un projet suffisamment original pour nous amener au quotidien à travailler entre équipes différentes. Mais effectivement, c'est pas un endroit où on travaille tout à fait de la même manière qu'ailleurs, et on essaye là aussi d'expérimenter des façons de travailler un petit peu différentes. Eh ben, nous sommes partis à la rencontre du parc et on revient. Nous avons la chance de travailler à côté du Louvre-Lens, le nouveau musée, qui a été inséré sur un terril plat et qui nous permet d'avoir des milieux très diversifiés au niveau sol. Ce musée, il a quand même une diversité de paysages qui rappellent beaucoup le terril plat quand il était exploité. Tout a été réutilisé dans le sens où on voulait vraiment respecter que les gens se retrouvent dans leur milieu qu'ils avaient avant, à part le musée bien sûr qui est là, mais très discret. Vous êtes autour du musée, vous avez un milieu qui est très entretenu. Et quand vous éloignez petit à petit, vous allez arriver dans la gestion différenciée, ce qui a été une volonté de la paysagiste et du cabinet Sana, parce que le cabinet Sana, c'est des Japonais qui sont très sensibles sur leur maison ouverte sur la nature. Donc le musée représente la même chose, c'est ouvert sur la nature. Et pour eux, le musée, c'est le parc en même temps. C'est sûr que c'est un milieu qui a été maltraité par la création malheureusement du musée, mais petit à petit, avec le milieu du bois pionnier qu'on a sur notre droite, ça a relancé un peu, on va dire, la biodiversité. Donc ce qui fait qu'on doit respecter. Sur les côtés, on peut avoir de la tonte très rase, pas de problème. Au plus qu'on s'éloigne, au plus qu'on garde la nature. Et pour moi, la nature, c'est le patrimoine matériel et le patrimoine naturel. Donc on a les deux choses et je suis content de pouvoir le défendre en ayant autant de chance de travailler au Louvre, quoi, avec une équipe de 4 personnes. Voilà. Un vrai moment de pureté et de bonheur à chaque saison, Marie, de ce parc, de se promener aussi, quand le musée est fermé, parce que le musée a une journée de fermeture.
Oui, le musée est fermé le mardi. Mais on peut se profiter justement Bien du parc. sûr, on peut profiter du parc et on peut en profiter à des horaires différents de ceux du musée. Par exemple, pendant une grande partie de l'année, le parc il ouvre dès 7h et il ferme à 21h. Donc c'est véritablement un endroit où on peut se promener, Se ressourcer. faire la petite balade quotidienne pour la santé, pour le chien, pour être avec ses enfants. Voilà, profiter de chaque instant du Louvre-Lens. Exactement. Entre autres, Exactement. aussi comme la route du Louvre, par exemple, la course Par mythique exemple, la du route mois du Louvre. Alors la route du Louvre, elle a une belle histoire parce qu'évidemment, elle a été créée ici à l'occasion de l'annonce de l'arrivée du musée sur le territoire. La première année, elle est arrivée ici, mais le site était encore en chantier, était encore vierge. Et ensuite, à l'ouverture du musée, évidemment, c'était pas très facile de faire cohabiter l'arrivée de cette grande course et puis, d'une part le musée, mais d'autre part surtout le parc justement en cours d'installation, de végétalisation qui était très fragile. Et c'est vrai que je pense que c'est une situation qui a évolué avec les années et qu'on était prêt. Et quand la Ligue d'athlétisme est venue me rencontrer et que ses responsables ont évoqué ce rêve fou que la route du Louvre arrive ici, sur le site, et qu'en plus un certain nombre de ces participants puissent pénétrer à l'arrivée, juste avant leur arrivée, à l'intérieur du hall du musée et le traverser. J'ai dit pourquoi pas, on va bosser, on va regarder, et puis s'il n'y a pas d'obstacle insurmontable, on y va. Donc pour la deuxième année, dans quelques semaines, l'arrivée de la route du Louvre se fera ici sur le site du musée. Marie Lavandier, dans quelques jours, on aura une belle expo qui va arriver, dont on a Luc et Gauthier qui sont venus nous rejoindre sur Homer à partir du 27 mars au 22 juillet. Qui est Homer ? Qui est Homer ? Ben ça, c'est toute la question. C'est toute la question. C'est toute la question. Homer, c'est quelqu'un à qui on attribue deux des plus beaux textes de la littérature de toute l'histoire, l'Iliade et l'Odyssée. Mais c'est aussi quelqu'un dont on continue à se demander s'il a véritablement existé, s'il y a eu plusieurs auteurs, voilà. Donc on ne sait pas aujourd'hui tout à fait encore avec certitude qui est Homère, mais l'exposition va lever le voile sans réduire le mystère ni la beauté de ces deux œuvres qu'elle contribuera aussi à évoquer de manière poétique. Luc, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver justement dans cette exposition pour les téléspectateurs qui vont venir dans quelques jours ? Une grande diversité d'œuvres. Ce sera une exposition très spectaculaire qui montrera à quel point finalement, Marie l'a dit, l'Iliade et l'Odyssée, la question des grands héros que sont Ulysse, que sont Achille, que sont le cheval de Troie qu'on voit juste là derrière nous, ont habité, j'allais dire, les artistes de tout temps, de l'Antiquité, jusqu'à la contemporanéité, en fait, jusqu'aux artistes aujourd'hui. On aura des choses vraiment très spectaculaires, une entrée d'expo avec une assemblée des dieux qu'on a eu la chance de pouvoir restaurer ici devant nos visiteurs, confrontés à des œuvres contemporaines, notamment un très beau tableau de Cy Twombly, qui va donner le ton de cette manière différente d'aborder un sujet qui est finalement un sujet, j'allais dire, classique pour un musée, mais ici au Louvre-Lens, on le fera de manière décalée et accessible à tous. Accessible à tous, ça doit être un beau projet de mettre tout ça en forme. Et puis là, quelques jours de l'ouverture, ça doit être excitant quand même, non ? Ah oui, une très grande impatience. Et puis une petite pression quand même, dans la mesure où c'est un sujet pour un conservateur de musée qui est difficile de rater, si vous voulez. Donc je crois qu'on a relevé le défi, mais c'est aux visiteurs de nous le dire. En parlant de défi, c'est encore un travail d'équipe entre tous les services, entre toutes les personnes pour que justement que cette expo puisse voir le jour. Tout à fait, on pense souvent quand on pense au musée, aux équipes qui sont plus directement, j'allais dire, en contact avec les œuvres, mais le musée vit aussi avec d'autres types de métiers. Donc évidemment, on a parlé de la médiation, on a parlé, sans doute pas assez, mais de tous ceux qui sont derrière pour faire, j'allais dire, fonctionner la machine en termes de gestion de projet, dans des On va juste changer, on va reprendre. Dans des domaines aussi variés que le numérique, mais aussi on l'a vu au travers de vos reportages,
le musée vit aussi à travers son environnement et la question finalement du parc, des jardiniers, des équipes qui nous permettent de vous accueillir et donc de parler aussi au public le plus large. Tout ça fait partie j'allais dire, de cette mise en musique qui est le Louvre-Lens. Gauthier, on va prendre les différents ateliers qu'on va pouvoir justement retrouver autour de ce thème de Homer. Alors, ils sont nombreux, bien sûr, puisque on aura des ateliers à la fois destinés aux enfants, aux familles. Nous aurons bien sûr des visites, mais on essaie aussi de créer des choses spéciales, sur mesure, un peu extraordinaires, qui sortent un peu de ce qu'on peut faire habituellement. Donc, on aura un grand jeu d'énigmes qui s'appelle l'énigme Homer, l'énigme des papyri, qui justement pose la question qui est Homer. Et à travers cette énigme, donc les visiteurs seront invités à trouver des indices à travers l'exposition et peut-être d'autres lieux du musée. Donc ça marquera le week-end d'ouverture de l'exposition qui sera gratuit. Et on la reprogrammera régulièrement dans l'exposition. Et puis on a pensé aussi à des formats là aussi, pour inviter les visiteurs à se sentir bien, par exemple, des siestes qui auront lieu les dimanches, des siestes homériques qui auront lieu directement dans l'exposition, où on lira des extraits d'Homère bruités, avec des casques, et les visiteurs seront invités à se détendre au contact des œuvres en écoutant Homère. Ça, c'est aussi une nouveauté qu'on retrouve nulle part ailleurs, sauf au Louvre-Lens. C'est la liberté extraordinaire qu'on a dans ce musée. Et puis il y aura aussi, il me semble, une thématique pour les plus jeunes avec les super-héros. Tout à fait. On aura donc tout un ensemble d'activités sur les super-héros et en particulier un temps fort, un week-end cosplay où on invite les visiteurs à venir déguisés en super-héros puisque les Batman, Superman sont de lointains descendants d'Achille et d'Ulysse. Donc si les visiteurs viennent pendant ce week-end-là, qui sera le 6 et le 7 avril, déguisés, ils pourront rentrer gratuitement dans l'exposition et on leur a concocté un programme plein de surprises, d'ateliers, mais aussi d'émissions radio pour des fans, d'échanges, de comics, etc., etc. Ça veut dire qu'il faut rappeler, ça démarre ici dans quelques jours, le 27 mars jusqu'au 22 juillet. Et après, Homer, qu'est-ce qu'on aura d'autre à voir ici au musée du Louvre-Lens, Marie Lavandier? Alors après Homer, cet été déjà, on va avoir une exposition d'art contemporain dans le pavillon de verre d'un jeune artiste qui s'appelle Hicham Berrada, qui est un artiste qui travaille sur les matériaux, sur les minerais et qui en compose grâce à des interventions physico-chimiques, des espèces de réactions chimiques comme un magicien qui en compose des espèces de paysages miniatures enfermés dans de grands tubes de verre, par exemple, des grandes citernes de verre. Donc un moment un peu magique dans le pavillon de verre, qui est cet endroit si beau, tout au bout de la Galerie du Temps, qui ouvre sur le parc. Alors l'art contemporain au Louvre-Lens, c'est pas quelque chose qui peut paraître évident, mais c'est quelque chose qui est présent. D'abord, très simplement, dans le Louvre lui-même, ici, c'est une œuvre d'art contemporain. Sana, c'est un grand architecte, un grand cabinet d'architecture contemporaine. Le parc lui-même, c'est une œuvre d'art contemporain. Il y a une œuvre d'art contemporain aussi dans le foyer de la Seine, avec cette grande mosaïque de Yayoi Kusama, artiste japonaise. Il y a depuis l'automne dernier une œuvre qui a une très belle histoire, qui est une sculpture de Françoise Petrovitch dans le parc. Qui est une sculpture qui a été commandée par un groupe d'habitants du quartier des Oiseaux et quartier des Marichelles à Liévin, qui ont voulu poser ici, et pour eux c'était très important que ce soit dans le parc du Louvre, une œuvre d'art contemporain qu'ils ont commandée grâce à la Fondation de France et un certain nombre de structures qui les ont accompagnés, dont ATD Carmonde, mais pas seulement. Pour eux c'est très important que ce geste de refus de la misère dans laquelle ils se trouvent eux soit posé ici et visible par tous les visiteurs du Louvre-Lens. Et puis évidemment Hicham Berrada, donc cet été dans le pavillon de verre, s'inscrit un petit peu dans cette logique. Un musée, c'est le bonheur de pouvoir concilier le passé,
et le présent. Et pour nous, c'est très important qu'il y ait de l'art contemporain. Ensuite, cet automne, 2 expositions autour de quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur, des expositions qui s'inscrivent dans notre volonté vraiment de dialoguer, y compris à travers les sujets d'exposition, avec notre territoire, autour de la peinture polonaise du 19e siècle, parce qu'en septembre, c'est le centenaire de la signature d'un accord entre la France et la Pologne, qui a vu arriver ici plusieurs centaines de milliers de mineurs polonais après la Première Guerre mondiale. Alors leurs descendants sont toujours là, ils sont très nombreux dans le bassin minier, et on a voulu raconter l'histoire de la Pologne à un moment où elle avait été rayée de la carte en fait pendant plus d'un siècle et demi, jusqu'à l'après-Première Guerre mondiale, et comment pendant ce temps-là, ce sont les artistes en particulier qui ont décidé de continuer à faire vivre, voire même d'inventer, de mettre en forme, de faire connaître ce qu'était leur Pologne de cœur. Donc ça s'appelle, on l'appelle la polonité. Et donc il y aura une exposition extraordinaire de peinture polonaise fabuleuse sur plus d'un siècle qui va raconter cette épopée où l'art finalement sauve quelque part, permet à une nation de continuer à avancer. Et puis en parallèle, dans le pavillon de verre, cette fois, en plus cette grande exposition de peinture dans l'espace principal d'exposition temporaire, une exposition de Zgorewski qui est une personnalité très originale qui arrive justement de Pologne, qui descend quelques mois dans les mines et qui ensuite va reprendre le commerce de photographie de son beau-frère et travailler pendant plusieurs décennies à photographier la vie des mineurs polonais du bassin minier, à les photographier en famille, à créer aussi leur photographie d'identité, à les photographier devant leur maison, à les photographier devant leur commerce dont ils sont fiers et qu'ils envoient en Pologne comme témoignage de réussite à leur famille laissée sur place, qui va photographier leurs enfants. C'est une œuvre d'abord magnifique, c'est une œuvre qui est poignante, et donc on sera très heureux de pouvoir présenter dans le pavillon de verre. Voilà pour 2019. En tout cas, un programme très très bien chargé, et tout ça sur le site internet du Louvre. C'est très bien fait. On peut justement, Louvre-Lens, avoir toutes les informations. Nous, on va retrouver nos 2 super-héros pour le dressage du dessert, et on va faire la dégustation dans quelques petites secondes. Alors moi je ne sais pas si je suis une héroïne de la pâtisserie. Je sais faire des crêpes. C'est déjà bien. Mais Monsieur Janson, je pense que c'est véritablement un héros pour faire de si belles choses. Alors, est-ce qu'on peut montrer comment on pulvérise ces beaux gâteaux? On va essayer. C'est pas gagné, hein, parce qu'il fait très chaud. Et puis c'est une machine un peu spéciale, hein. Un aspirateur. Oui, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bruit. Alors vous l'entendez, ça va faire énormément de bruit, mais on va essayer de vous montrer sur le dernier gâteau. Les autres, vous voyez, ont été pulvérisés. Voilà. Donc on vous le rappelle, on pulvérise ce noir végétal pour faire nos beaux terris, comme le terri du 11-19 ou du 9-9 bis, ou celui de Méricourt, parce qu'on a vraiment beaucoup des terris. Alors, Monsieur Janson, ça après, il faut que ça sèche, parce que c'est un peu brillant, ce produit que vous mettez sur éteindre son aspirateur bruyant. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Ça fait du bien effectivement quand ça s'arrête. Alors c'est un peu brillant et après ça sèche et ça prend cette forme-ci. Alors, combien de temps faut laisser sécher ce gâteau? En fin de compte, je vais vous donner une technique et un petit secret. Si je le faisais comme je l'ai fait tout de suite, il resterait constamment comme ça. Et le but, c'est qu'il prenne un velours. Et donc l'intérêt, c'est de le passer au grand froid, à peu près à moins 25, moins 30 degrés, et de le pulvériser glacé. Et vous avez cet aspect-là. En fin de compte, cet aspect-là me plaît pas trop, parce que ça fait un peu gaillette, brillante, et c'est pas tellement naturel quand on voit ce que donne le gâteau final. Oui, et puis en plus, ici, on n'a pas de frigo, hein. Et je peux vous dire, ici au Louvre-Lens, on a vraiment beau temps et il fait vraiment beau. Alors, juste une petite chose, avec Omer, justement, la prochaine exposition qui arrive, il va y avoir des choses aussi avec vous, notamment un banquet littéraire. Je pense que je vais avoir plein de surprises qu'on va me concocter, probablement, mais bon, justement, j'adore les challenges, donc ça me fait plaisir. Après, il y a quand même quelque chose qui est prévu depuis... qui se fait régulièrement chaque année, ça s'appelle le banquet littéraire, le grand banquet littéraire, et au fil des ans, ça prend un petit peu plus d'ampleur, un petit peu plus de professionnalisme aussi, je parle pour moi, hein.
mais on m'aide à tout cela. Et ça se fait aussi dans un endroit qui est de plus en plus sympathique, puisqu'au début on faisait ça tout simplement à la cafétéria. Et maintenant ça se fait à la scène, sur des tables rondes, avec des jeux de lumière fabuleux qui mettent en valeur chaque table et tous les convives qui sont attablés autour de ces tables. Et donc c'est un partenariat avec des artistes de scène, de théâtre, ça peut être des chanteurs, ça peut être des conteurs, etc. Je pense que cette année il y aura certainement, je pense que ça serait presque normal, mais au moins un chanteur qui parle de l'Iliade et de l'Odyssée, puisque je pense qu'à l'époque on chantait beaucoup. Donc voilà, et donc moi je nage dans tout ce petit monde et j'essaye de sortir des créations plus originales les unes que les autres, qui se rapportent évidemment à la gastronomie de l'époque. Et il faut rajouter qu'on va déguster des mets qui étaient dégustés à l'époque d'Homère. Voilà, tout à fait. On essaye de se rapprocher au plus près de ce qui se dégustait à l'époque. Alors je ne sais pas si à l'époque ils dégustaient des ch'téris à la mûre, mais juste après, là, dans peu de temps, on va pouvoir déguster. Ah ben, on a hâte de déguster, surtout que Madame la directrice adore la pâtisserie et surtout plus sucrée que salée. En tout cas, c'est un bon dessert et on mettra justement à la fin de l'émission tout ce qu'il faut de nouveau pour rappeler les ingrédients, etc. Pour cette bonne recette. Pour cette bonne recette, combien de personnes travaillent ici au Louvre-Lens, alors en prenant tous les différents services, les différents secteurs? Alors pour l'équipe du Louvre-Lens à proprement parler, c'est une centaine de personnes qui travaillent ici, qui sont complétées par une autre centaine de personnes qui sont les visages en fait que vous voyez quand vous venez au musée du Louvre-Lens, les gens qui assurent l'accueil, la sécurité, ceux que vous voyez moins mais qui assurent la maintenance, qui font le ménage par exemple, c'est à nouveau une centaine de personnes. Donc en tout, c'est 200 personnes qui travaillent ici tous les jours et on estime par ailleurs que l'arrivée du Louvre-Lens a suscité la création par ailleurs d'à peu près 600 emplois sur le territoire. 600 emplois sur le territoire, c'est une aide aussi pour justement... Oui, c'est jamais assez, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. On a, nous, parti en rencontre d'un métier ici au niveau du Louvre-Lens, le métier de restaurateur des œuvres. Et on s'est promené justement dans les sous-sols et on revient juste après ça. Alors, le métier de restaurateur-conservateur consiste à intervenir donc sur des œuvres à la demande du musée ou du propriétaire de l'œuvre, à intervenir pour des opérations dont la teneur varie énormément d'un cas à l'autre. Parfois il s'agit d'un simple dépoussiérage, d'un constat d'état, d'une consolidation, d'autres fois d'un nettoyage. Enfin la teneur de l'intervention en elle-même est très très variable d'une pièce à l'autre. Ça dépend du contexte dans lequel on est appelé et de l'état de l'œuvre évidemment. Alors nous sommes organisés par spécialité qui correspondent aussi à notre formation, puisque nous avons vraiment une formation très focalisée sur les matériaux que nous sommes amenés à rencontrer et à traiter par la suite. Alors il y a une spécialité papier par exemple, art graphique, textile, peinture évidemment, support, et nous en l'occurrence ici nous sommes restauratrices de sculpture. Nous n'avons pas recours aux mêmes matériaux que celui qui a servi à la mise en œuvre initiale de l'œuvre, pour ne pas introduire de confusion du point de vue ni historique ni chimique. Voilà, nous intervenons avec des matériaux différents, notamment pour les comblements, pour les consolidations, et surtout nous avons maintenant à notre disposition des produits extrêmement performants, testés, même si les matériaux très traditionnels que sont par exemple le bois, le plâtre peuvent être employés dans certains cas très particuliers. Alors en sculpture nous sommes 3 et nous avons 2 collègues en céramique qui interviennent aussi sur des œuvres, les vases grecs qui seront exposés dans une exposition Homère. Quel beau reportage sur les œuvres et de la restauration des œuvres avec toutes ces personnes qui travaillent un peu aussi dans l'ombre, mais qui travaillent dans l'ombre sans travailler dans l'ombre, parce qu'on peut justement aller les rencontrer au sous-sol, c'est bien ça ?
Oui, qui travaillent dans l'ombre d'habitude dans les musées, mais ici on a choisi de les montrer, ça s'appelle Les Coulisses, c'est au sous-sol du musée, et de là vous pouvez découvrir une réserve de plus de 500 mètres carrés, comment on stocke les œuvres dans les musées, et puis voir effectivement par des vitres, des ateliers de restauration où les restaurateurs sont en train de travailler, et puis vous pouvez aussi, sur des horaires spécifiques, visiter cette réserve avec des médiateurs, ou rencontrer ces restaurateurs et échanger avec eux, on le voit dans votre reportage, sur le travail qu'ils sont en train d'effectuer, et je trouve ça assez formidable qu'ici on se soit attaché à révéler un petit peu les dessous du musée à nos visiteurs. Mais je me permets de vous faire un compliment. Je trouve aussi formidable que dans votre émission, vous vous soyez tellement attaché à révéler la multiplicité de métiers qui interviennent ici pour offrir ce musée, ces expositions, ce parc à nos visiteurs. Merci. En tout cas, c'est un réel plaisir d'être avec vous. Et on sait que dans quelques semaines, à la fin de l'été, du côté de Liévin, il y a aussi une nouveauté qui va arriver. C'est un peu la réserve où les œuvres vont justement dormir un petit peu. Oui, alors c'est les réserves du musée du Louvre qui arrivent ici, effectivement, qui sont en train de se construire sur le territoire. C'est une architecture absolument magnifique qui va être construite, qui est construite d'ailleurs déjà pratiquement, qui s'intègre dans le paysage, mais qui est aussi une vraie prouesse architecturale. Et puis, ce sont les collections du musée du Louvre, les collections qui ne sont pas présentées dans les salles, qui vont venir ici à quelques encablures du Louvre-Lens, sommeiller dans une certaine mesure, dans une certaine limite, puisque les réserves, c'est les objets qu'on garde, pas pour qu'ils dorment éternellement, mais c'est la belle au bois dormant, on la réveille quand on en a besoin, et surtout dans les musées, on les étudie sans arrêt, ces collections. Donc il y aura beaucoup de mouvements ici, de spécialistes qui vont venir, il y aura beaucoup d'œuvres qui vont partir pour des expositions dans le monde entier. Une réserve de musée, c'est quelque chose de vivant. Ça va être ouvert à partir de fin août, normalement. C'est livré cet automne. Cet automne. Ensuite, il y a plusieurs années de déménagement de collection. De collection et de déménagement. Mais on reviendra justement vous rendre une petite visite dans cette émission parce qu'on approche déjà la fin, que le temps passe vite, ça passe vite. Et surtout ici, dans cet endroit, on a toujours l'habitude de demander à nos invités de venir avec un objet insolite. Marie Lavandier, c'est quoi votre objet insolite ? Alors c'est un objet doublement insolite parce que je suis sûre que vous vous êtes dit elle est conservatrice, donc elle va forcément nous amener un objet d'art. Et j'ai pas amené un objet d'art, j'ai même pas amené un véritable objet. J'ai amené ceci qui est un volume de demandes, en fait, de témoignages, de messages, d'espoir. Que le musée du Louvre allait venir ici. Donc c'est un recueil qui a été élaboré au moment du dépôt de la candidature de Lens au Louvre, voilà, à cette construction d'antenne du Louvre. Et je trouve ça extraordinaire. Moi, j'ai jamais vu ça. Des gens, 8000 personnes, non, c'est pas 100 ou 200, 8000 personnes qui ont écrit leur rêve de musée, malgré la situation dans laquelle parfois ils se trouvaient, et qui ont dit que c'était important pour eux et pour leur vie. Je vous en cite juste quelques-uns. Là, c'est 4 petites filles qui ont 10 ans qui écrivent. Il y en a une qui écrit « J'aime les statues dans les livres, à la télé, mais ce serait beaucoup mieux de les voir en vrai. » Il y en a une autre qui écrit effectivement on pourra faire des sorties avec l'école, apprendre des choses nouvelles grâce au musée du Louvre. Une autre, j'aimerais bien voir des statues pour de vrai. Myriam, 10 ans et demi. C'est des choses que moi j'essaye de regarder régulièrement pour me rappeler du sens de notre travail à tous ici. Fille et petite fille de mineurs, suis enchantée de savoir que l'emplacement de l'ancienne fosse Neuf sera remplacé par le musée du Louvre. Cette forme de culture est pratiquement inconnue de notre population. Hurrah, hurrah pour nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et tous ces jeunes étudiants à Lens et environ. Rien ne vaut la clarté, la beauté du ciel du Nord, etc., etc. Une ouverture sur le monde. Et voilà, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Sans ça, le Louvre, il serait pas là aujourd'hui. Ça, je crois qu'il faut vraiment le rappeler. Sans les habitants de ce territoire, le Louvre, il serait pas venu ici. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a encore besoin d'eux, justement, pour grandir et qu'ils viennent justement à la rencontre de ces œuvres. Exactement, et on le leur doit d'être ici, donc c'est un bonheur, une responsabilité aussi au quotidien de travailler avec eux, de travailler pour eux, de travailler à leur service et à celui de toute cette belle région des Hauts-de-France. On va passer dans quelques petites secondes à la dégustation avec nos invités. Le mot de la fin pour vous?
Le mot de la fin pour moi, c'est une belle aventure, le Louvre-Lens. Elle n'est pas terminée, c'est jamais terminé. On travaille ici sur le long terme. Mais pour tous ceux qui travaillent ici, je crois, c'est une grande émotion, une grande chance de pouvoir participer à la vie, au quotidien, à la transformation, à la reconnaissance aussi, à la fierté enfin de ce territoire qui est beau et qui est un territoire qui est marqué, je trouve, par à la fois une force, une volonté d'innovation, mais aussi une très très profonde humanité que je suis heureuse de pouvoir partager aux visiteurs du monde entier qui viennent ici au Louvre-Lens. Valérie, on va te laisser aussi le mot de la fin avec Monsieur Janson. Oui, alors très belle émission, belle recette avec Monsieur Janson. Monsieur Janson, vous retrouve où ici dans la cafétéria, à Lens sur le boulevard Basile, pour déguster toutes ces belles créations. Aussi, maintenant, on a repris un petit bar PMU dans le quartier du Louvre, qui s'appelle le Derby, qu'on a transformé en estaminet. C'est ma fille qui a repris ça. Donc, vous voyez, il y a une succession qui arrive. Ça continue. C'est un grand bonheur. On a aussi un bel établissement historique sur Béthune. Moi, j'ai repris ça juste après la Coupe du Monde de football. C'est très symbolique puisque c'est là qu'on a inventé le procédé du raffinage du sucre de betterave. Donc, évidemment, pour un pâtissier, posséder un lieu comme cela en France, c'est très fort. Voilà, donc moi je continue mon aventure tout doucement et mes rêves. Oui, et en plus, on est bientôt dans le printemps de l'Art déco. Oui. Et vous êtes aussi, vos façades sont très belles à ce niveau-là. Et vous êtes défenseur de l'Art déco. Alors moi je ne suis pas un bâtisseur, je suis un restaurateur dans tous les sens de l'âme. Et voilà, je pense qu'il y a tellement de choses à préserver en France. Qu'il faudrait peut-être un peu plus y penser. C'est bien de créer, je vais pas renier ce beau musée du Louvre, c'est vraiment une très belle chose qui nous est arrivée sur un plateau en or, mais il y a des choses qui se font, qui sont un peu ubuesques en France, qui ne servent à rien du tout, qui sont commencées, qui ne sont jamais terminées, et je pense qu'on devrait plutôt penser un peu à l'histoire, à la mémoire de notre si beau pays, enfin de ce qui a fait la réputation de notre beau pays. En tout cas, merci de nous avoir fait cette belle recette dont on va retrouver les ingrédients, etc. à la fin de cette émission. Merci à tous. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis sur Télégoël. Merci encore une fois, Marie Lavandier, de nous avoir reçus, et vous remercierez toutes les équipes qui ont pu mettre en œuvre et de nous recevoir, en tout cas, pour le beau projet, le beau travail. En tout cas, on reviendra vous voir avec plein d'autres choses et encore plein de thèmes. Il faut inviter les téléspectateurs à aller sur le site internet du Louvre-Lens, tout simplement pour avoir toutes les informations, les ateliers, de venir passer, de s'épanouir dans l'art, mais aussi dans l'art de la culture. Merci à vous. Avec grand plaisir, vous êtes chez vous. Et je vous invite à déguster. Avec grand plaisir. Alors, on va déguster en musique. On se quitte avec notre invité David et Alexis. Je vous dis à très vite sur Télégoël et la radio du Bassin Minier. D'ici là, soyez heureux. Ciao, ciao. Last night I heard this politician talking about his brand new mission. Like to explain, but he came on down. Got around to God and girls. I don't know how he grew up, but it sure wasn't down that he had a club. Cause if you wanted to understand just a little bit more about the Rocky Man, God and guns, keep us strong, keep us strong. That world, this country is founded on. Where will my yes will give up and run? Take our God and guns. I'm here in my neck in the wood, where God is great and guns are good.
Well, you can't know that much about him if you think we're better off without him. Well, we in the time we have forgot. You can rest all night when the doors unlock. So you will nobody save no more souls. Say your prayers and you thank the Lord for that peacemaker in a dresser drawer. God and guns, God and guns, yeah, keep us strong. That world is country, Lord, was founded on. Where we'll minds will give up and run if we'll let them take our God and guns. Yeah, we come to see and give up and run if we'll let them take our God and guns. Keep us strong. That's what this country, Lord, is fighting on. Where we'll minds will give up and run if we'll let them take our God and guns. God and guns, yeah, keep us strong. That's what this country, Lord, was found.